Alors bonjour à vous, hein, j'ai bien appris de... Bonjour à vous, je vous accueille avec plaisir dans ces symposiums sur les thèmes de la déficience visuelle. Alors j'ai le plaisir d'accueillir des collègues de l'université, du laboratoire dont je fais partie aussi, du laboratoire DIF de l'université Lumière Lyon 2 aujourd'hui, aussi des collègues de l'université, du laboratoire clé de l'université de Toulouse, pour vous présenter des projets qu'on fait ensemble aussi à l'université de Genève. Alors du coup, on va aborder des aspects en lien avec les évaluations, des évaluations qu'on peut faire pour voir comment ça se passe au niveau de certaines compétences des enfants déficients visuels, mais on va aussi vous présenter des choses qui sont très pratiques, des outils concrets qu'on a construits dans les cadres de nos recherches. Tout d'abord, il y aura une présentation qui va être la présentation de nos collègues du coup, de l'université Lumière Lyon 2, laboratoire DIF, sur les liens entre la déficience visuelle et l'autisme. Ensuite, il y aura une autre présentation qui, là, c'est un travail, du coup, qui est un partenariat entre l'Université de Genève, l'Université Lumière Lyon 2 et la maison d'édition Mes Mains Nord, autour des émotions, donc dans les cadres d'un projet FNS Émotisens. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu dans un aspect un peu plus global la démarche de design participatif qu'on applique à différents projets de construction d'outils multisensoriels depuis bientôt une dizaine d'années. Et pour finir, il y aura donc un projet autour de l'intervention précoce, le livre et l'intervention précoce pour les enfants déficients visuels, un projet donc soutenu par la FIRA qui sera présenté par Caroline Mascle de l'université, un projet porté par le laboratoire clé de l'université de Toulouse. Voilà, donc je laisse la parole à ma collègue Narita Galliano qui va faire la première. Donc ça va juste pour des questions pratiques, donc il y aura 15 minutes de communication, et puis on va passer la parole au public pour des questions, 5 minutes de questions, et puis on va passer à la prochaine communication. Comment ça marche? Alors, tac, comme ça. Okay. Tu veux mettre mon dépôt? Oui, je vais mettre. Bien, merci Daniel, merci d'avoir organisé ce symposium. Je prends le micro parce que je suis un peu petite et si je mets là, vous n'allez plus me voir. Alors, je vais présenter un travail qui est un travail d'abord clinique, qui aboutit à un projet de recherche. Et donc, je vais faire une présentation en 3 points. D'abord, recontextualiser la problématique clinique du chevauchement entre déficience visuelle et troubles du spectre de l'autisme. Ensuite, vous présentez une étude en cours sur les profils sensoriels, donc toujours avec déficience visuelle et troubles du spectre de l'autisme. Et enfin, juste un petit mot sur des perspectives cliniques. Alors, ce qu'on peut dire déjà sur la problématique du chevauchement clinique entre déficience visuelle et troubles du spectre de l'autisme, c'est que lorsqu'on s'intéresse aux trajectoires développementales des enfants déficients visuels, on peut déjà faire un constat, qui est un constat à la fois clinique mais aussi scientifique. C'est-à-dire qu'on peut identifier 3 trajectoires. Une première trajectoire qu'on peut qualifier de développement harmonieux, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'enfants déficients visuels se développent normalement, c'est-à-dire avec une trajectoire très proche de celle qu'on observe chez les enfants normaux-voyants. Une deuxième trajectoire, elle est caractérisée par des retards plus ou moins massifs dans différents domaines, dont celui langagier, auquel je m'intéresse tout particulièrement, mais aussi moteur, mais avec la particularité qu'à un âge avancé, ces enfants vont rattraper le retard et donc rentrer dans la norme des enfants normaux-voyants. Et enfin, et c'est là où je vais plutôt m'intéresser ici, on observe aussi un certain nombre d'enfants déficients visuels qui vont avoir un développement que j'ai qualifié de troublé, c'est-à-dire caractérisé soit par un phénomène qu'on appelle le developmental setback, c'est-à-dire une stagnation, voire une régression développementale, jusqu'au trouble du spectre de l'autisme.
Et justement, sur cette troisième trajectoire, la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir si, au sein de la population des enfants déficients visuels, la prévalence ou le pourcentage d'enfants présentant un TSA, s'il est élevé ou pas. Alors, je vous ai fait un petit résumé de ce qu'on connaît d'un point de vue scientifique et on se rend compte en fait que le pourcentage varie de 50% jusqu'à 11%. En fait, on se rend compte que d'une étude à une autre, d'une époque à une autre et d'un pays à un autre, ces taux sont très variables. Du coup, j'ai trouvé une méta-analyse qui a été réalisée en 2017 et cette méta-analyse a été réalisée à la fois sur les enfants déficients visuels mais aussi sur les enfants avec une déficience auditive et estime ce pourcentage plutôt à 19%, mais avec aussi, on va dire, un élément très intéressant pour nous, cliniciens en particulier, c'est que les enfants déficients visuels auraient un risque 31 plus important que dans la population générale de développer un trouble du spectre de l'autisme. Alors, déjà, on peut se poser la question, pourquoi de telles différences? Il y a plusieurs explications. Je n'ai pas le temps de tout développer. On va dire que l'explication la plus importante est celle qui concerne justement les outils d'évaluation. C'est-à-dire que souvent, les diagnostics posés de TSA chez les enfants déficients visuels sont réalisés avec des outils qui n'ont pas été adaptés et étalonnés sur les enfants déficients visuels. Autre question qu'on peut se poser aussi sur cette problématique, c'est de dire, mais finalement, combien d'enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme sont déficients visuels? Alors là, il y a quelques années, en 2014, René Pry, un collègue à nous, a réalisé un petit calcul et il a trouvé qu'environ 1% des enfants TSA ont aussi une déficience visuelle. Alors, je vous disais tout à l'heure, pourquoi on s'intéresse à cette problématique? Parce que c'est une problématique qui montre un chevauchement impressionnant, c'est le mot qui est utilisé dans la littérature, des signes cliniques entre déficience visuelle et troubles du spectre de l'autisme. Concrètement, on a une problématique un peu complexe qui est celle de se dire, est-ce qu'il s'agit vraiment de troubles du spectre de l'autisme ou est-ce qu'il s'agit de ce qu'on appelle autistic-like, c'est-à-dire des signes, des traits autistiques, mais qui ne correspondent pas forcément à un diagnostic des TSA. Et en fait, ce chevauchement a été mis en évidence depuis déjà un petit moment par Selma Freiberg, ceux qui travaillent dans la déficience visuelle connaissent très très bien, qui est une psychanalyste qui a développé dans les années 60 tout un travail de recherche clinique qui visait justement à montrer cette particularité de chevauchement clinique entre les deux populations. Et cette particularité a été aussi confirmée par des études plus scientifiques, moins cliniques, et plus récentes. Alors, de quoi il s'agit? Alors, sans rentrer trop dans les détails, le chevauchement clinique concerne un peu tous les traits qu'on connaît de l'autisme. Donc, ça concerne l'interaction sociale, la communication, la présence de comportements répétitifs et stéréotypés. Pour ceux qui connaissent un peu l'autisme, voient déjà les critères diagnostiques. La théorie de l'esprit, ce phénomène dont je vous parlais tout à l'heure, la régression développementale, voire une stagnation développementale. Et la problématique à laquelle nous, on s'est intéressé à Lyon, c'est de savoir si il y avait aussi des études qui montraient des signes en lien avec la sensorialité. Alors, l'étude dont je vais vous parler tout à l'heure a été réalisée entre 2020 et 2022. Au moment où on a commencé cette recherche, aucune étude ne portait explicitement sur cette problématique, c'est-à-dire des particularités sensorielles. Il y en a une qui est sortie en 2022, mais dont l'objectif était de valider l'utilisation d'un outil dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est le profil sensoriel de Dunn, et qui a montré effectivement que les enfants déficients visuels peuvent présenter des particularités au niveau sensoriel. Donc là, on voit tout ce qui est listé sur cette diapo, on le retrouve exactement dans les deux populations. Donc pourquoi s'intéresser tout particulièrement aux particularités sensorielles? Pour une raison très simple,
Une, elle est clinique, je vous en parlerai tout à l'heure, et la deuxième, elle est due justement à la nouveauté dans le DSM-5, qui est celui d'introduire comme critère diagnostique les particularités sensorielles. Donc on voit que dans le critère B, désormais, on va aussi évaluer la sensorialité comme critère diagnostique. Donc, je vous disais, la deuxième raison, elle est clinique. Pourquoi? Parce que le travail dont je vais vous parler maintenant est né d'un travail qui est réalisé à Lyon depuis 2013 au sein du réseau troubles du spectre de l'autisme et déficience sensorielle que je co-anime avec une psychologue clinicienne sur la problématique du diagnostic de TSA dans le cadre d'une déficience sensorielle. On a ouvert à la déficience auditive aussi il y a 2 ans. Et au sein de ce travail, on s'est posé la question de savoir si les particularités sensorielles qu'on pouvait identifier d'un point de vue clinique dans la population des enfants déficients visuels qui présentaient aussi des traits autistiques pouvaient être un facteur pour identifier les enfants à risque de présenter un TSA. Et donc on s'est intéressé au lien entre particularités sensorielles et TSA. Et donc là, on a réalisé une étude doctorale, qui porte sur cette problématique en partant d'une hypothèse très simple, qui est de savoir si l'évaluation des particularités sensorielles peut justement nous permettre de repérer les enfants déficients visuels à risque de présenter un TSA. Et plus particulièrement, l'hypothèse est de dire qu'un certain nombre d'enfants déficients visuels présentent justement des particularités sensorielles qui sont très proches de celles qu'on observe chez les enfants atteints de TSA. Et ce sont justement ces enfants qui ont un risque plus élevé de présenter un TSA. Voilà un peu quelles étaient nos hypothèses. Donc il s'agit ici d'une première étude. Donc on a fait le choix d'aller plutôt vers une recherche comparative non interventionnelle. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on s'est intéressé plutôt aux parents, et donc on a soumis 2 questionnaires, dont je parlerai tout de suite, aux parents de 3 groupes d'enfants. Le premier groupe d'enfants, c'était des parents d'enfants atteints de TSA, un deuxième groupe de parents d'enfants atteints de déficience visuelle, et un troisième groupe, qui est un groupe contrôle, bien sûr, d'enfants neurotypiques. Donc 109 questionnaires qu'on a reçus, et notre population, la cible d'âge était celle de 3 à 11 ans. Alors, juste peut-être une petite... vous pouvez observer une petite différence entre le groupe de déficients visuels et le groupe contrôle, c'est que le groupe TSA, on a moins de filles que de garçons, mais je pense que vous comprenez pourquoi il y a moins de filles et plus de garçons dans cette population. On pourra en parler tout à l'heure. Les 2 outils qu'on a utilisés donc, pour cette étude sont bien sûr le profil sensoriel de Dunn, qui a été validé en français en 2010, et le questionnaire de communication sociale pour le dépistage des troubles du spectre de l'autisme, qui a été aussi validé, adapté en français en 2013. En plus de ces 2 questionnaires, on a réalisé un petit questionnaire où on allait poser des questions plus spécifiques au profil des enfants. Par exemple, est-ce que votre enfant a des troubles associés, etc. Ou est-ce qu'il est suivi dans un établissement médico-social? Alors, on va regarder du coup les résultats. Alors, il est immense ce diapo, du coup, je vais plutôt m'approcher de l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà par rapport au profil sensoriel? Parce que c'était la problématique de départ. Alors, déjà, il faut que je dise que ici, ce qui nous intéresse, c'est le score le plus bas. Donc on a comparé les 3 groupes, c'est-à-dire qu'un score bas est indice d'une particularité sensorielle. Ce qu'on peut voir ici, sans trop aller rentrer dans les statistiques, on voit très bien, donc ici c'était ça, déficient visuel et groupe neurotypique, on voit très bien que c'est, sans surprise, le groupe de TSA qui obtient le score le plus bas, donc ça veut dire que c'est le groupe qui a présenté le plus de particularités au niveau sensoriel. Deuxième information, c'est que juste après, c'est le groupe de déficients visuels qui suit en termes de score. Et enfin, on a le groupe neurotypique qui a le score le plus élevé. Donc les différences sont très significatives entre les 3 groupes.
La variance est assez semblable et on n'a pas trouvé d'effet de sexe ni d'interaction sexe-groupe pour les scores totaux. Alors si on rentre un peu plus dans les détails, je ne pourrais pas tout présenter, mais j'ai choisi ce qui me paraissait le plus intéressant. Ici, on retrouve exactement le même phénomène, c'est-à-dire que ce sont les enfants TSA qui présentent les scores les plus bas, suivis par les enfants déficients visuels et ensuite les enfants neurotypiques. Et ce qu'on peut observer aussi ici, c'est que sur le traitement visuel, les enfants déficients visuels et les enfants TSA sont très proches, c'est-à-dire qu'on n'a pas de différence significative. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que même les enfants TSA présentent des particularités au niveau visuel. Okay. Et enfin, on voit que sur les troubles vestibulaires, sur le traitement vestibulaire, les enfants déficients visuels sont plus proches des enfants neurotypiques que des enfants TSA. Pour tout le reste, on observe effectivement des différences significatives. Encore pour la section modulation, c'est-à-dire comment on va contrôler, réguler l'information sensorielle pour produire des comportements. Ici, on va observer que les enfants déficients visuels sont très proches des TSA dans 3 sous-sections. Donc, ça confirme un peu l'idée que finalement, les particularités sensorielles des enfants déficients visuels soient assez proches de celles des enfants TSA. Et enfin, on retrouve exactement le même phénomène, c'est-à-dire des différences très significatives pour la section réponse émotionnelle et comportementale. Ça peut-être... Daniel, ça pourrait t'intéresser, on pourra en parler tout à l'heure. Ce qui est intéressant, au-delà de ce que je viens de vous présenter, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui... On voit que les deux groupes se comportent un peu de la même manière au niveau sensoriel, c'est aussi de s'intéresser à ce qu'on appelle donc les profils atypiques. Alors, sans rentrer dans les détails, si vous regardez les neurotypiques, les TSA et les déficients visuels, vous pourrez observer que les TSA, les déficients visuels, il y a plus de vert et plus de bleu. C'est ce qui conforte l'idée qu'il y a des profils atypiques au sein de ces deux populations, alors que si on regarde le groupe des enfants neurotypiques, ici, on voit qu'il n'y a pas de particularité, tout est la couleur dominante alors, c'est quoi cette couleur? Je ne sais pas. Rouge, c'est pas tout à fait du rouge, mais on va dire que c'est rouge. Donc ça veut dire que les deux populations TSA déficients visuels sont aussi proches en termes de traitement de l'information sensorielle. Donc maintenant on va s'intéresser à la deuxième problématique, c'est-à-dire quel est le lien avec l'autisme et donc le questionnaire de communication sociale qui nous permet de dépister les troubles du spectre de l'autisme dans la population cible. Alors, si on prend déjà le score total, ici, il faut considérer l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le score le plus élevé, qui est un 10, donc d'un profil atypique. Et sans surprise, là aussi, on voit que les enfants autistes présentent le score le plus élevé, suivi par les enfants déficients visuels et ensuite par les enfants neurotypiques. Donc, les différences sont très significatives entre les groupes. Et là aussi, on n'a pas trouvé d'effet de sexe et interaction sexe-groupe. Et lorsqu'on s'intéresse plus spécifiquement aux 3 domaines évalués par le SCQ, à savoir les interactions sociales, la communication et les comportements répétitifs et stéréotypés, que sont les critères des diagnostics d'un TSA, on retrouve exactement le même phénomène, c'est-à-dire TSA suivi par les enfants déficients visuels et enfin les neurotypiques. Et cette fois-ci, par contre, on a trouvé un effet du sexe pour le domaine comportement répétitif et stéréotypé, c'est-à-dire que ce sont les garçons qui produisent le taux le plus important de comportement répétitif et stéréotypé. Autre élément très intéressant, alors je ne sais pas si vous connaissez ces outils, et notamment le SCQ, il y a un score, seuil, à partir duquel, effectivement, on peut estimer un risque et donc la nécessité d'effectuer des évaluations complémentaires pour aller jusqu'au diagnostic des TSA. Alors le SCQ donne un seuil à 15, égal ou supérieur à 15, alors que la littérature scientifique le fixe plutôt à 11. Peu importe, si on regarde l'un ou l'autre, on voit très bien que les neurotypiques ont carrément pas de risques, à part... si on utilise le seuil de 11, alors que les enfants déficients visuels ont un risque entre 28 et 39% selon le seuil
de développer, donc de présenter des troubles du spectre de l'autisme. Donc ça veut dire plus proche du groupe de TSA. Et enfin, pour terminer avec les statistiques et les chiffres, pour répondre à la question est-ce qu'il y a un lien entre des profils sensoriels et TSA? Alors, ce qu'on a pu montrer, en fait, il y a plus que ça comme résultat, mais le plus important est celui que j'ai affiché, à savoir, la première constatation, c'est que tous les groupes, donc pour tous les groupes, il existe une relation très forte entre les profils sensoriels et les scores ou SCQ. Mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est que les enfants déficients visuels, pour les enfants déficients visuels, le profil sensoriel a une valeur prédictive beaucoup plus importante que pour les autres groupes. Maintenant, je vais essayer de traduire ce que je viens de vous dire rapidement, parce que je vois que Daniel me dit de me dépêcher. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants déficients visuels ont un profil sensoriel qu'on peut qualifier donc d'atypique et qui est très semblable à celui des enfants TSA dans plusieurs domaines. Autre élément, c'est que les enfants déficients visuels présentent des signes du trouble du spectre de l'autisme tels qu'on les mesure bien sûr par le SCQ, mais ce n'est pas le cas pour les enfants neurotypiques. Et on a vu que entre 28 et 39% des enfants déficients visuels présentent un risque de TSA. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'impact des caractéristiques sensorielles sur le comportement autistique est de 2 à 4 fois plus important pour les enfants déficients visuels que pour les autres enfants. Tout cela pour dire quoi? Je reviens à la clinique. L'idée, c'est donc de préconiser une évaluation systématique des particularités du traitement sensoriel, des données sensorielles, dans la démarche diagnostique des enfants déficients visuels. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, le diagnostic de TSA dans le cadre d'une déficience sensorielle, donc déficience visuelle et auditive, est considéré comme un diagnostic complexe qui ne se réduit pas justement aux évaluations outillées et donc standardisées. Et donc ça veut dire que cette évaluation est aussi un point de départ pour l'élaboration d'un projet d'accompagnement centré sur l'aménagement de l'environnement sensoriel de l'enfant et de l'enfant déficient visuel en particulier. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur cette problématique qui est très passionnante et beaucoup plus complexe que celle que j'ai résumée en 15 minutes. Si vous êtes intéressé, il n'y a aucune littérature sur cette problématique en France en français. Il y a juste un ouvrage que j'ai traduit en 2016 de Linda Pring, qui est une spécialiste en Angleterre sur la problématique et que vous trouverez donc aux éditions Les Doigts qui rêvent et nos coordonnées avec Jean-Yves Baudouin qui est là et qui veut parler tout à l'heure d'un autre projet. Voilà, merci. Ah, pourquoi forcément? Ah, bah. Oui. Tiens. Merci beaucoup pour votre présentation qui était vraiment très intéressante, très riche. Et alors, sans remettre en question, évidemment, le besoin de faire une évaluation, un screening au moins sensoriel chez les enfants qui ont des difficultés sensorielles. Et je me demandais si vous aviez pensé à contrôler le temps que la personne qui répond au questionnaire passe avec l'enfant. Parce qu'évidemment, là, ce que vous évaluez, c'est la perception de l'adulte sur les difficultés sensorielles des enfants. C'est ça. Alors, je vous pose la question parce que j'ai fait passer le Sensory Profile et le SCQ à des familles d'enfants aveugles. Et puis les réponses des parents étaient vraiment très différentes. Lorsque j'ai appris que l'enfant passait plus de temps, en fait, dans un cas avec les grands-parents et dans un autre cas dans une institution où il était censé être stimulé, les réponses des personnes qui s'occupaient de l'enfant, en réalité, elles étaient diamétralement différentes de la réponse des mères qui sont venues avec l'enfant en consultation. Vous avez parfaitement raison. C'est un choix qu'on a fait déjà pour tester notre première hypothèse un peu générale. Est-ce qu'effectivement c'est intéressant et pertinent de s'intéresser au profil sensoriel? Et de ce fait, on a fait un choix méthodologique qui est discutable, qui est celui d'interroger plutôt les parents.
On pourra en discuter sur ce choix-là. Mais effectivement, normalement, le profil sensoriel, il faut qu'il soit rempli par des professionnels qui travaillent au quotidien avec ces enfants. Donc, dans l'idéal, c'est plutôt dans les structures médico-sociales qu'on devrait demander aux professionnels de remplir le... Oui, je suis... Ou avec la personne. Dans mon cas, c'était plutôt les grands-parents qui passaient beaucoup plus de temps avec l'enfant que les parents. Mais oui, je pense que c'est quelque chose de... Dans l'idéal, c'est... Voilà, c'est ça. Mais vous avez parfaitement raison. L'idée, c'était vraiment de réaliser une première étude pour se dire, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller creuser de ce côté-là? Mais donc, on a vu que c'était quand même intéressant. Peut-être qu'on va mettre en place une recherche d'envergure scientifique un peu plus, plus importante. Mais vous avez raison. Merci, merci beaucoup. On va devoir passer à l'autre intervention. Je suis désolée. Après, on pourra discuter peut-être. Du coup, je passe la parole à Lola Chena, qui est doctorante au laboratoire ISMAS à l'Université de Genève, et Jean-Yves Baudouin, professeur à l'Université Lumière Lyon 2, au laboratoire DIF. J'ai triché, j'ai mis des talons, donc vous me voyez plus qu'habituellement, je peux parler dans le micro. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Lola Chena et effectivement aujourd'hui je vais vous présenter des résultats préliminaires autour d'une étude sur l'identification tactile de dessins émotionnels chez les enfants déficients visuels et voyants dans le cadre du projet Emotisens. Je mets carrément les deux. Alors, l'étude que je vais vous présenter, elle s'inscrit vraiment dans... Je mets juste mon chrono pour pas trop le dépasser, mais ça s'inscrit vraiment en fait dans le projet Emotisens, qui est un projet qui a été financé par le Fonds national suisse pour une durée de 4 ans jusqu'en 2025 et qui réunit du coup, comme Daniel avait un peu présenté, nos deux laboratoires de Genève et de Lyon 2. Ce projet, il a deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'évaluer les compétences émotionnelles des enfants déficients visuels et voyants. Et le deuxième, de tester et créer, en collaboration avec les professionnels et les enfants déficients visuels et les professionnels qui s'occupent d'eux, des ateliers multisensoriels pour améliorer ces compétences-là. Ces supports multisensoriels, ils ont été conçus en collaboration avec une maison d'édition. Je ne vais pas trop développer ce côté atelier multisensoriel, je laisserai plutôt à Daniel au niveau du design participatif. Moi, je vais vraiment me concentrer aujourd'hui sur l'évaluation des compétences émotionnelles, sur le tactile qui fait partie du sujet de ma thèse. Alors effectivement, du coup, on s'intéresse vraiment à l'évaluation des compétences émotionnelles. On a déjà fait une étude sur la régulation des émotions. J'ai malheureusement pas le temps de vous présenter les résultats, mais elle a déjà été publiée si jamais ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on s'intéresse vraiment au dessin tactile des visages émotionnels et au masque 3D que Jean-Yves vous présentera après. L'idée, c'est que vous gardiez quand même en tête, tout ça, ça s'inscrit vraiment dans un objectif d'évaluer ces compétences dans des modalités sensorielles qui sont différentes, c'est-à-dire via le tactile et l'audition pour ces enfants déficients visuels. Je fais un bref petit détour par la littérature pour vraiment bien vous introduire le sujet de l'identification haptique de ces dessins. C'est vrai que de façon générale, on voit que les dessins tactiles sont en relief, principalement, sont vraiment pas très bien reconnus par les personnes voyantes, déjà. C'est vrai que les taux d'identification varient selon les études, mais quand c'est des dessins tactiles d'objets communs, on obtient rarement un taux d'identification supérieur à 50%. Donc c'est vrai que c'est déjà des dessins qui ne sont pas très bien identifiés au niveau tactile quand c'est des objets communs, et ce d'autant plus par les personnes aveugles. Je ne vais pas trop non plus m'attarder sur les raisons, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en fait, il y a vraiment le rôle de l'imagerie visuelle qui rentre en compte, qui est influencé par l'expérience visuelle de la personne. Et l'imagerie visuelle, c'est vraiment l'idée de dire que quand vous avez un matériel tactile, on va explorer de façon séquentielle. Il va falloir faire une intégration de tout ce qui a été exploré tactilement. Cette intégration va ensuite nous permettre de faire une image mentale de ce qu'on a exploré haptiquement. Et c'est des processus qui sont très coûteux, mais aussi qui sont évidemment influencés par l'expérience visuelle de la personne. Ces dessins, ils sont aussi en relief, ils sont peu reconnus, parce qu'en général, ces dessins sont créés selon des conventions visuelles qui ne sont pas forcément accessibles aux personnes avec une déficience visuelle, comme le fait que voilà, on a tendance à vraiment prendre les objets et les figurer de profil ou un animal de profil, ce qui n'est pas forcément une bonne représentation des images que les personnes déficientes visuelles se feraient pour ces objets-là.
Donc maintenant, qu'en est-il des dessins tactiles émotionnels, vu que c'est le vif du sujet? Alors il y a très peu d'études qui ont été faites là-dessus. Je vous présente une première étude où c'était uniquement avec des participants voyants, mais étonnamment, en fait, le toucher, il performe mieux que ce qu'on attendait pour les dessins tactiles de visage émotionnel, puisque là, avec les participants voyants, ils ont classifié des dessins de visage émotionnel avec un taux de réussite de 70%. Alors j'ai mis classifié en gras, parce que ce n'était pas une tâche de reconnaissance, ils devaient vraiment choisir, ils étaient familiarisés dans un premier temps avec les dessins tactiles de visage émotionnel, et après ils devaient choisir entre eux. Donc ce n'est pas une tâche de reconnaissance, ils étaient déjà familiarisés avec les dessins, mais c'est plutôt une nouvelle qui nous fait dire que finalement on s'attendait à ce que les taux d'identification soient vraiment un petit peu plus bas, vu que les dessins d'objets communs étaient mal identifiés. Là on voit qu'il y a quelque chose en plus avec les visages émotionnels. Au niveau du coup de la population aveugle, il y a une étude qui a été faite par Picard et collaborateurs avec des adultes voyants et des adultes aveugles, avec aussi le même style de dessin tactile. Et c'était pareil, une tâche de classification, donc de nouveau, ce n'était pas de la reconnaissance. Il y avait vraiment toute une partie du test où on présentait les dessins avant aux participants. Ils avaient un feedback de l'expérimentateur et ensuite, dans la phase test, ils devaient choisir parmi les dessins. Donc, on ne leur présentait pas juste un dessin en disant « voilà, là, tu me dis quelle est l'émotion selon toi », c'était vraiment choisir entre les dessins. Ici, on voit que quand on fait cette tâche-là, il n'y a pas de différence, en fait, dans le taux de reconnaissance entre les participants aveugles et les participants voyants. Alors, les chercheurs ont mis en évidence le fait que peut-être c'était dû au fait que, justement, les personnes aveugles arrivent à identifier autant que les enfants, que les personnes voyantes, parce qu'ils ont déjà une connaissance de leurs émotions, et du coup, le fait qu'ils sachent comment est-ce qu'ils expriment l'émotion de la peur, finalement, ils savent que quand j'exprime de la peur, j'ai tendance à faire cette telle et telle expression, et du coup, j'arrive à l'identifier, entre guillemets, en tactile. Cependant, j'ai mis un point d'interrogation, étant donné que c'était une tâche de classification, on ne sait pas si c'est effectivement dû à ça, ou dû au fait que les participants étaient familiarisés dans un premier temps au dessin, donc à prendre avec des précautions au niveau de l'interprétation. On voit quand même qu'il y a un temps de réponse moyen plus bas pour les participants aveugles que les voyants au niveau des dessins tactiles, et ça a été interprété par les auteurs. En fait, les participants aveugles, ils avaient tendance à mettre plus en œuvre des procédures exploratoires qui étaient plus efficaces que les personnes voyantes et du coup à être plus rapides. Il y avait aussi des différences au niveau de plusieurs émotions. Ce qu'il faut retenir de façon générale, on va dire que les visages de joie, de tristesse, de surprise et de dégoût, ils étaient mieux reconnus que les visages de colère et de peur pour les deux groupes. Alors nous, notre objectif de l'étude, pourquoi est-ce que du coup on a choisi de faire ça? L'idée c'est d'étudier en fait ce processus d'identification tactile des visages émotionnels, mais avec les enfants cette fois, voyants et malvoyants et aveugles, et de faire vraiment une tâche de reconnaissance pour vraiment qu'on puisse interpréter les résultats en disant c'est pas parce qu'ils ont été familiarisés avec ces dessins au préalable, mais bien qui font appel ou pas. Les enfants font appel, aveugles font appel ou pas à leur connaissance de leurs émotions pour détecter en tactile. Donc nos hypothèses, on partait du principe que les résultats de façon générale seraient un petit peu moins bons que la tâche de classification. Avec notre tâche de reconnaissance, c'est une tâche qui serait plus difficile, donc on s'attendait à des taux de réussite plus bas que les études que je viens de vous présenter. Mais on s'attendait aussi que du coup les enfants avec une déficience visuelle aient des scores de reconnaissance plus bas que les enfants voyants. Non seulement parce que plusieurs études ont montré qu'ils avaient justement des difficultés dans certaines compétences émotionnelles et du coup que la connaissance de leurs émotions était différente de celle des voyants, et on s'attend notamment que ça se retranscrive lors de l'identification des émotions par l'haptique, mais aussi parce qu'on a vu qu'ils étaient de toute façon moins bons que les personnes voyantes pour l'identification des dessins en 2D. Donc là, je vous ai mis les articles si jamais ça vous intéresse au niveau des compétences émotionnelles. Voilà. Donc notre étude, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a demandé à la maison d'édition Mes Mains en Or, du coup, d'adapter les dessins tactiles de l'étude de Picard et collaborateurs. Il y a quelques petites différences, mais l'idée, c'est qu'on avait fait une partie de visage féminin et une partie de visage masculin pour se dire que, du coup, l'enfant, il ne pouvait pas procéder par élimination. Et ça permettait que vraiment on se dise, s'il identifie bien l'émotion, c'est pas parce qu'il s'est dit, la joie, elle est déjà passée, quoi.
On a demandé du coup à l'enfant d'identifier dans un premier temps un cercle ovale et ensuite un visage neutre. Et si il arrivait bien à identifier ça, on passait au test. Donc vraiment pas de familiarisation en soi au visage émotionnel. On a demandé à des enfants voyants, malvoyants et aveugles. Et on a étudié le taux de reconnaissance, le temps de reconnaissance et le temps d'exploration des différentes zones du visage. Je vais vous présenter en bref le dernier point. Pour les premiers résultats, au niveau des taux de reconnaissance, ce qu'on remarque, c'est que pour les 3 groupes, en fait, ils sont généralement assez mauvais dans la tâche. En fait, la plupart d'eux, ils ont un taux de reconnaissance en dessous de 40%, sauf pour la joie, la tristesse et la surprise. Donc on voit qu'il y a vraiment 2 groupes d'émotions qui se démarquent. Ça correspond jusqu'ici aux résultats de Picard et collaborateurs que je vous ai présentés. En effet, la joie, la tristesse et la surprise étaient vraiment les émotions les mieux reconnues, sauf qu'eux, ils avaient le dégoût en plus qui était bien reconnu. Nous, on se demande si du coup, c'est pas dû à, entre guillemets, nos dessins, parce que par rapport à l'étude de Picard qui est en haut, les dessins d'en haut, nos dessins du bas, le dégoût et la bouche est ouverte, et on se demande si du coup, ça n'a pas influencé le taux de reconnaissance du dégoût en tactile. Ensuite, par groupe, donc on voit vraiment que les participants voyants, il y a vraiment de nouveau ces 2 groupes d'émotions qui sont bien reconnus, la joie, la tristesse et la surprise qui sont mieux reconnus que la peur, le dégoût et la colère. Pour les enfants malvoyants, c'est vraiment la joie et la tristesse qui est mieux reconnue que la peur, le dégoût et la colère aussi. La surprise, elle est au milieu des 2 groupes d'émotions, elle est vraiment, il n'y a pas de taux de significatif entre le premier groupe et le deuxième. Et pour les aveugles, il y a vraiment la joie qui est bien reconnue et le reste, c'est pas top. Je vous ai mis aussi au niveau du hasard. Donc on voit vraiment que le groupe de voyants et malvoyants, la joie, la tristesse et la surprise est reconnue de façon plus élevée que le taux du hasard. Par contre, les aveugles, il y a seulement la joie et la tristesse où c'est mieux reconnu que le hasard. Au niveau du coup de l'interaction entre les émotions et le statut visuel, on se rend compte qu'il n'y a pas d'effet de statut visuel, sauf pour la tristesse et la surprise, où les voyants sont vraiment, ont des performances supérieures aux enfants aveugles. On explique ça dans un premier temps parce que la surprise, au niveau des dessins, il y avait déjà quelque chose qui se passait, parce que je les ai présentés aussi à des enfants voyants visuellement, et je leur ai demandé de me dire vraiment, selon toi, quelle est l'émotion qui est sur ces dessins, et même visuellement, ils avaient déjà de la peine à reconnaître la surprise. Donc il y a quelque chose qui se passe déjà avec ces dessins-là. Donc voilà, là c'est vraiment autour des dessins qu'il y a quelque chose qui se passe. Je suis en train d'analyser le côté haptique, les matrices de confusion, mais c'est en cours. Pour la tristesse, c'est des résultats aussi qui sont différents de Picard et collaborateurs. Pareil, on se demande si c'est pas dû aussi au dessin, parce que pour nos dessins, il y avait aussi une petite ouverture de la bouche, et ça, tactilement, quand les enfants ils exploraient, ils restaient un petit peu sur ce rond-là. C'est peut-être dû au dessin, et c'est peut-être dû aussi au fait que des études mettent en évidence que les enfants aveugles, ils ont de la peine à exprimer la tristesse, c'est pas très bien reconnu, et du coup, est-ce que ça a une influence sur moi, j'ai de la peine à exprimer la tristesse, est-ce que du coup, j'ai de la peine aussi à l'identifier? Le temps de réponse moyen pour les 3 groupes, la peur et le dégoût prenaient plus de temps, qui est les 4 autres émotions, ce qui n'est pas forcément étonnant, vu que c'est aussi les émotions qui sont les moins reconnues. Il n'y a pas d'effet de statut visuel, donc ça c'est vraiment stable entre les 3 groupes. Et pour la dernière analyse, le temps d'exploration des zones, donc ça c'est vraiment juste un petit preview. C'est vraiment l'idée que la bouche, c'est la zone qui est le plus explorée pour l'identification de ces dessins, et suivie, entre guillemets, par les yeux aussi. Et c'est pas forcément étonnant non plus, parce que quand les enfants ils exploraient les dessins, dans un premier temps, les dessins étaient posés devant eux sur la table, et la première zone qui touchait, c'était la bouche. Mais ils ont en tout cas vraiment compris que le nez, par exemple, n'amenait pas d'informations au niveau des émotions. Et pour finir, en résumé, le taux de reconnaissance du coup pour les 3 groupes, il était en dessous des 40%, sauf pour la joie, la tristesse et la surprise. Les enfants aveugles, ils présentent un taux de reconnaissance en dessous de 40%, sauf pour l'émotion de la joie, qui est au-dessus de 60%. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des connaissances des émotions, qui veut dire que il y a quelque chose qui se passe dans l'idée de dire, bon, bah, ils n'ont pas les connaissances des émotions qui sont suffisantes pour en tout cas le détecter au niveau tactile, ou, comme je vous ai présenté, il y a aussi des problèmes au niveau des dessins. C'est pas de différence moyen au niveau du temps moyen entre les 3 groupes. La peur et le dégoût présentent un temps de réponse plus haut, et c'est aussi les émotions
les moins bien reconnus, et la zone la plus explorée, et la bouche pour les 3 groupes, puis les yeux. Ils se sont vraiment rendus compte que le nez ne fournissait pas d'informations émotionnelles, et du coup, ils ne se sont pas attardés dessus. Voilà, merci. Oui, alors, je vais intervenir, je vais remplacer, en fait, je remplace Nicolas Baltenec, qui est le porteur de cette étude, mais je travaille dessus, donc je connais les résultats et l'étude, donc je vais vous en parler un petit peu. Alors, c'est une étude qui est complémentaire par rapport à l'étude d'avant. On pourrait dire que les hypothèses sont les mêmes, les populations seront les mêmes au final. L'objectif, c'est d'étudier des enfants déficients visuels, mais dans les résultats que vous allez voir aujourd'hui, il n'y aura pas d'enfants déficients visuels. Et l'objectif aussi, c'est de regarder quelles sont les caractéristiques de l'exploration au niveau tactile chez les enfants déficients visuels par rapport aux enfants voyants, pour voir si le fait d'avoir une expérience visuelle, notamment, peut influencer ces modalités d'exploration. Alors, c'est une étude qui est en cours. Vous avez les objectifs principaux. Je vais commencer par le dernier, c'est déterminer et comparer les stratégies d'exploration dans les 2 modalités, visuelle et tactile. Je vous donnerai surtout des indications sur comment on va le faire, mais vous n'aurez pas de résultats. On est dans le développement des outils d'analyse. Et puis avant, il y a aussi l'objectif de cette étude, c'était d'abord de regarder comment se développe cette capacité chez les enfants voyants, comment se développe la capacité de reconnaissance des expressions d'un point de vue tactile. Avec une variation avec l'étude d'avant, c'est qu'on s'est intéressé à des masques 3D, voir si ce développement était similaire à ce qu'on observait dans le domaine visuel. Donc, regardez aussi le développement visuel pour le même matériel. Est-ce que c'est les mêmes expressions qui posent des difficultés en début de vie, ou est-ce que c'est des expressions différentes, notamment est-ce que c'est le même type d'erreurs qui sont réalisées? Puis un autre point, c'est est-ce qu'on peut observer des transferts entre les 2 modalités? Est-ce que par exemple un enfant de 5 ans qui peut voir les masques et qui doit reconnaître leur expression en visuel, lorsqu'il devra le faire en tactile après, sera favorisé ou pas? Et réciproquement, est-ce que l'exploration tactile peut éventuellement favoriser la reconnaissance visuelle? Alors, dans cette étude, pour l'instant, on a 157 enfants. Vous avez l'écart d'âge, ça va de 6 ans jusqu'à 11 ans à peu près. C'est à peu près équilibré dans les différents âges. Et ce qu'on a utilisé comme matériel, c'est des matériels qui ont été créés par une artiste canadienne, Melody Anderson. Et vous avez ici l'illustration des masques. Alors, je n'ai pas marqué les expressions parce que je pense que vous avez tous reconnu, en tout cas, j'espère. Mais c'est la colère, le dégoût, la joie, la peur, la tristesse et la surprise et la tristesse. Alors, au niveau du déroulement, donc ça se déroulait à l'école. Les enfants venaient généralement par groupe de 2. Et puis, ils avaient chacun une tâche où ils allaient alterner. Et donc, il y avait une tâche de reconnaissance visuelle où les photos des masques étaient présentées sur un écran d'eye tracking, un Tobii. Et il devait, donc de manière aléatoire, il y avait un point de fixation au-dessus. Quand l'enfant regardait le point de fixation, l'expérimentateur lançait la présentation. Et puis, on ne donnait pas spécialement de consigne de vitesse, on donnait surtout une consigne de précision, mais tout en invitant l'enfant à ne pas mettre trop de temps. Donc, on a enregistré les réponses et les temps de regard. Et puis, au niveau tactile, vous voyez ici, en fait, il y a un rideau. L'enfant est de ce côté-là. Ici, vous avez une mousse qui est légèrement inclinée, de sorte à ce que le visage soit un petit peu orienté vers l'enfant. Il y a des petites encoches pour coincer les bords du masque, éviter qu'il bouge. Et avant de débuter l'exploration, l'enfant doit poser ses mains de chaque côté du masque. Et quand on lui dit avant la tâche, on lui fait toucher les bords pour qu'il arrive à délimiter le masque. Et puis une fois qu'il a repéré où était le masque, on lui dit tu peux essayer de reconnaître, tu peux explorer le masque, essayer de reconnaître l'expression avec un choix parmi plusieurs. Donc il connaît les 6 catégories émotionnelles qu'on les répète régulièrement, surtout pour les plus jeunes. Et il doit dire est-ce que c'est de la joie, de la colère, de la peur, de la tristesse, de la surprise ou du dégoût. Alors au niveau des résultats, on a assez peu d'effets de l'âge, quasiment pas même. On a un effet de la tâche. Les enfants ont été beaucoup plus performants en visuel qu'en tactile. La présentation d'avant ne disait pas le contraire. Ils ont même été particulièrement mauvais en tactile.
Il y a aussi un effet de l'émotion, certaines émotions étaient mieux reconnues, je vais revenir dessus, mais on a aussi une interaction entre l'émotion et la tâche, donc c'est le graphique que vous avez là. Donc en bleu, c'est les performances visuelles, vous voyez que ça varie, le plus bas c'est pour le dégoût, comme c'est souvent le cas en visuel, et puis pour la peur, ici, où on est au-dessus de 40% quand même, voire au-dessus de 50% pour la peur, et puis les autres expressions sont relativement bien reconnues, voire très bien reconnues, la colère, la tristesse, et la joie, qui sont les expressions que les enfants reconnaissent le plus tôt aussi au cours de leur développement. Donc ici, on a plutôt deux groupes, colère, joie, tristesse. Ensuite, il y a surprise au niveau visuel, puis après, il y a peur. Et puis en tactile, on a à peu près le même ordre. Il y a la joie d'abord. La colère et la tristesse sont dans le haut du tableau, mais un petit peu en dessous de la joie cette fois-ci. Et puis la surprise, je vais vous remettre le masque avant. Voilà, la surprise, c'est donc celle-là, a été assez bien reconnue au niveau tactile. Et on retrouve en queue de peloton le dégoût et la peur. Si on regarde dans le détail, le hasard ici est à peu près à 16%, s'ils ont une chance sur 6. Pour le dégoût et la peur, si on fait un test statistique, il n'y a pas de différence par rapport au hasard. Alors toujours au niveau du pourcentage de reconnaissance correcte, on a aussi observé un effet de l'ordre. Alors sur ce graphique, vous voyez la courbe développementale, qu'on ne voyait pas avant, et vous voyez que c'est assez plat, c'est-à-dire que les performances sont à peu près les mêmes entre 6 et 10 ans. Il n'y a pas d'interaction avec l'expression. Quand on regarde les résultats, il y a quand même certaines expressions où ça augmente, mais on n'est pas allé voir du fait de l'absence, enfin je ne vous présenterai pas du fait de l'absence d'interaction. Et puis il n'y a pas aussi tellement d'effet d'ordre. Le fait d'avoir vu avant les expressions, pour les enfants qui ont d'abord vu les expressions, ils n'ont pas eu des performances après en tactile qui étaient beaucoup plus élevées que celles de ceux qui n'avaient pas vu les expressions. Donc ça, en bleu, c'est ceux qui ont fait le visuel en premier, et en orange, ceux qui ont fait le tactile. Il y a une interaction significative qui montre quand même que chez les enfants de 8 ans, le fait d'avoir vu les expressions a permis une amélioration des performances en tactile ultérieurement. Cette tendance avant, on n'a pas du tout ce phénomène-là, les moyennes vont même plutôt en sens inverse. Après, les groupes étaient un petit peu plus petits, donc peut-être qu'avec plus d'enfants, ça sortira. Mais en tout cas, avant 8 ans, il n'y a pas de facilitation du visuel sur le tactile. Alors, il y a un autre phénomène qu'on a regardé, c'est les pourcentages de fausses reconnaissances. Donc ici, on s'intéresse, par exemple, pour la colère. Quand on vous dit qu'il y a 15% pour le tactile, ça veut dire que dans 15% des cas où l'enfant a exploré autre chose que de la colère, ça peut être de n'importe quelle autre expression, ben, ils ont perçu de la colère. Et pareil pour chacune des expressions. L'intérêt de ce type d'information, c'est que ça nous informe pas tellement sur les capacités de l'enfant, ça dépend des capacités. S'ils sont bons pour la colère, ils ne vont pas la reconnaître ailleurs. Mais ça nous informe aussi sur les biais, les tendances éventuelles que peuvent présenter les enfants ou d'autres personnes. Par exemple, les personnes plus âgées ont tendance à avoir de la joie là où il n'y a pas de joie. Donc là, on a ça, on a regardé ça chez nos enfants, et on a là aussi une interaction entre la tâche et l'émotion, c'est-à-dire que les biais de perception ne sont pas les mêmes selon la modalité qui est utilisée. Au niveau visuel, les enfants perçoivent plus souvent de la colère que les autres expressions, puis après du dégoût. Et puis en queue de peloton, on a la surprise, la tristesse et la joie, et la peur qui est entre le dégoût et les trois derniers. Voilà, si on passe au niveau tactile, on a un peloton de tête qui sont donc les 4 plus grandes barres que vous avez ici en orange. La joie, la tristesse, la colère et le dégoût. C'est-à-dire qu'ici, la joie mais aussi la tristesse vont devenir assez fréquemment reconnues. Et de fait, les enfants ont très souvent répondu joie. Souvent, ils touchaient la bouche. Dès qu'ils voyaient qu'elle était un peu ouverte, surtout si elle était bien ouverte, ils avaient tendance à dire joie. Par exemple, pour la surprise ou le dégoût. Alors ça, c'est au niveau des performances, des biais. Au niveau de l'exploration, donc comme je vous l'ai dit, on est en train de faire les analyses. Alors je ne vais pas vous expliquer au niveau eye tracking comment ça marche, vous avez une petite idée. Mais le défi, c'est plutôt au niveau tactile. Donc l'outil qu'on est en train de développer, que Nicolas Baltenec est en train de développer notamment, c'est un logiciel qui s'appelle GridFace. L'idée, c'est qu'on va visualiser
les vidéos image par image. Et il est en train de mettre en place un petit dispositif où on dispose les doigts sur un pavé numérique qui permet d'enregistrer la position à chaque image de chacun des doigts. Est-ce qu'il touche le visage ou pas? Et s'il le touche, quelle zone du visage il est en train de toucher? Donc je ne sais pas si vous voyez bien là, mais en arrière-plan, il y a un visage chez un prototype neutre, avec des cases qui définissent des zones, et les codeurs vont devoir identifier la case où le doigt, chaque doigt est en contact avec le visage. Et puis après, au niveau eye tracking, on va transformer aussi les explorations de sorte à les ramener à ce masque pour pouvoir avoir une idée de la localisation du contact visuel, cette fois-ci, là où regarde l'enfant, pour pouvoir comparer les deux modalités, à la fois au niveau des zones d'ensemble, mais aussi du déroulement de l'exploration. Donc là, vous voyez, c'est Florine Riedel qui a fait son stage de L3 dessus, qui a fait ça pour son mémoire. On voit déjà une première idée, c'est un tactile pour l'expression de joie pour un enfant, où vous voyez un petit peu les différentes zones qui sont explorées, notamment la particularité du tactile, il y a beaucoup de contacts sur le côté du masque qui servent en fait de référence pour après aller explorer les traits qui sont à l'intérieur du visage. Oui, alors il n'y a pas de diapositive de conclusion parce qu'on ne sait pas qui devait la faire et du coup personne ne l'a fait. Mais je vous remercie de votre attention. On a la même question. Par rapport aux personnes aveugles, aussi bien adultes qu'enfants, est-ce que ce sont des personnes qui sont aveugles de naissance ou bien c'est acquis? Parce que les représentations sont peut-être différentes. Oui, ça marche? Ouais, alors tout à fait, c'est quelque chose qu'on contrôle effectivement, surtout quand je parlais d'expérience visuelle, ça peut vraiment avoir une influence. Donc là, en l'occurrence, les résultats, c'est avec des enfants aveugles de naissance. Voilà. De toute façon, dans la pratique, on aimerait pouvoir avoir les deux groupes, enfin dans la théorie, du coup, on aimerait avoir les deux groupes. Dans la pratique, c'est très compliqué, donc on prend plutôt aussi... Là, c'est bien tombé, disons, j'ai que des enfants aveugles de naissance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pour la première intervention, par rapport au fait que les enfants qui présentent, si j'ai bien compris, une déficience visuelle ont quand même une tendance à avoir des traits autistiques. La question que je me pose, oui, c'est pour vous. Est-ce que c'est quelque chose qui a été décrit aussi avec d'autres troubles sensoriels, comme un déficit auditif, comme s'il y avait en fait un surinvestissement, par exemple au niveau proprioceptif, etc., pour contrebalancer en fait un déficit d'un sens? Alors, la question est, est-ce que dans d'autres déficiences, on observe un taux important de TSA? C'est ça. Alors, sur la déficience visuelle, en France, on n'a pas beaucoup d'études, mais à l'étranger, on a une littérature assez importante sur la problématique. Dans le cas de la déficience auditive, il y a eu quelques tentatives, il y a quelques années, de travailler dans le cas de la déficience auditive, et il n'y a pas grand-chose en réalité. Donc c'est très peu documenté par rapport à la déficience visuelle. Mais le peu de littérature qui existe sur le sujet montre à peu près la même tendance. Ouais. Du coup, c'est plutôt le déficit sensoriel, indépendamment du versant visuel ou auditif, qui serait peut-être un facteur de risque de développement d'un TSA auprès des enfants en situation de handicap sensoriel. Mais il y a beaucoup moins de littérature sur la déficience auditive. Je vais essayer d'accélérer parce que c'est moi. Il faut que je m'accélère moi-même. Du coup, je vais vous parler de quelque chose qui c'est plus au niveau de la conception, de la création, parce que moi j'ai un profil qui associe le design avec la psychologie. Donc là, on va passer à des choses plus la conception des outils.
Et je vais vous parler du design participatif, c'est-à-dire je vais vous dire aujourd'hui pourquoi, je vais vous raconter pourquoi on a décidé de, à un moment, construire les outils avec les enfants et avec aussi des professionnels qui interviennent auprès de ces enfants. Alors, donc juste pour vous donner vraiment une présentation, pour vous présenter clairement quel est l'outil, notre objet d'étude, c'est-à-dire l'objet d'étude qui m'a donné envie justement de passer à une démarche de création participative, c'est les livres tactiles. Les livres tactiles illustrés, c'est des livres qui, on va avoir du braille pour le texte, et on va avoir également des illustrations tactiles. Donc là, on a un exemple d'une illustration visuelle qui a été un rendu tactile avec des techniques. Là, c'est la technique de la sérigraphie, mais on peut avoir des techniques différentes comme la texture, de thermoforme, voilà. L'idée, c'est qu'on va transférer une image visuelle à une image tactile. Alors, du coup, je vais vous proposer un petit exercice. C'est un exercice que je propose à plusieurs... j'ai déjà proposé à des voyants. Donc là, je vous propose de faire cet exercice, d'imaginer qu'est-ce qui représente ce dessin. C'est un dessin qui a été fait par un enfant aveugle de naissance. Donc, je fais le petit exercice rapide. Alors, quand je demande ça à des voyants, ils me donnent souvent des réponses comme ça. Donc, c'est-à-dire sur un fruit de la passion, une brosse à cheveux. En tout cas, c'est des réponses que vont être liées à l'apparence. Vraiment une apparence, à la forme. Donc, ça ressemble à cet objet. Alors, on serait du coup très surpris. Donc, la chercheuse qui a réalisé cette étude, c'est une chercheuse brésilienne. Donc, ça explique pourquoi mon accent. Parce que je commençais là-bas à étudier ce sujet-là. Elle était surprise de voir que, en fait, c'était le dessin d'une rivière. Et cette jeune fille aveugle, elle avait dessiné la rivière donc à travers ce contour, d'un grand contour, le cercle que vous voyez représente l'eau qu'elle ressent autour de sa taille, et les petits points représentent les cailloux qu'elle ressent sous ses pieds. Donc un dessin qui est très différent, donc qui va être plutôt basé sur le contact du corps, vraiment des zones de contact du corps, des dessins qui vont être plutôt de l'ordre de l'haptique, qui est très différent d'un dessin de rivière d'un voyant. Donc si je vous demande de dessiner la rivière, vous allez me faire des petits poissons avec des petites vagues, voilà, des choses qui sont conventionnelles des voyants. Donc en vous passant par cette petite anecdote-là, vous comprenez que c'est quelque chose de très difficile, du coup, pour un enfant, ça me propose pour un enfant aveugle de comprendre ce dessin-là, c'est-à-dire qu'il va devoir arrêter sa lecture pour passer peut-être 20 minutes à essayer de décoder tous ces lignes, tous ces feuillets de choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas apprendre, hein, c'est pas ça que je dis, ça veut dire que c'est difficile et que c'est peut-être pas le lieu. Un livre, c'est pas les lieux de s'arrêter pour apprendre, pour décoder quelque chose. C'est vraiment les lieux c'est vraiment un outil pour soutenir la lecture. Alors du coup, tout ce que je viens de raconter, ça a été appuyé par des études. Hein. Donc là, il y a eu des études qui ont testé justement la reconnaissance des dessins, comme les dessins que vous voyez là, un dessin d'un lion, un profil, qui ont montré qu'en fait, il a d'abord... C'est très difficile, donc ça rebondit un petit peu à ce que Lola vous a présenté pour les dessins des émotions. Alors, pourquoi c'est difficile? Il y a une première raison qui c'est le toucher. Toucher en soi-même, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être plutôt de l'ordre du contact, qui est donc à la différence de la vision, qui va être très simultanée, c'est-à-dire que vous voyez tout dans le global. Alors, quelqu'un qui va toucher ce dessin, c'est-à-dire qu'il va devoir rassembler, donc toucher bout par bout, et rassembler ça dans la tête pour faire un puzzle, pour avoir le global. Donc il a déjà une raison d'ordre perceptif. Une autre raison, c'est, on a touché tout ça, on a rassemblé tout ça dans la tête, alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est-à-dire, c'est la faire appel à un bagage qu'on va avoir dans notre tête. Alors est-ce que, donc on sait qu'il a une influence donc là, il y a eu une conférence sur le langage justement hier qui disait que les langages donnent des possibilités à un monde infini. Alors le dessin c'est pareil, donc il a des codes, il a des codages. Donc est-ce que ces enfants du coup, ou ces adultes, parce que là c'est des études aussi avec des adultes, vont pouvoir retrouver du coup ces répertoires là au moment où ils vont identifier. Alors c'est pour ça que on a commencé déjà, donc là j'ai fait un petit saut mais vous allez voir après je vais vous expliquer pourquoi. On a commencé à essayer de chercher autre chose. Donc, c'est-à-dire des choses qui vont aller vraiment
dans les particularités de ces enfants. Donc il y a des études qui ont montré, donc, de Caroline Mask, ma collègue qui est là, qui, par exemple, si on utilise des textures pertinentes des objets, il y aura une meilleure reconnaissance de ces objets-là. On a aussi travaillé les dernières années sur l'idée d'engager des actions réelles avec les objets dans le livre. Donc là, vous avez un exemple pour la maison. On peut représenter la forme, l'apparence globale de la maison, mais on peut également faire, par exemple, juste une porte qui s'ouvre, qui là va avoir rapport avec une action réelle de l'enfant sur cet objet. Et on est allé un petit peu plus loin, on a exploré aussi cette idée des 2 doigts qui marchent, donc des simulations d'actions qu'on va retrouver dans le livre. Donc là, j'ai un exemple d'un toboggan et trampoline. Donc si je vous dis là, je vous dis tout de suite, est-ce que vous pouvez mimer avec vos 2 doigts l'expérience d'une balançoire, par exemple, votre corps qui est dans une balançoire, est-ce que vous pouvez du coup faire la petite expérience. Donc du coup, j'ai demandé aussi à des aveugles de faire ça, et ils ont le même standard de gestes. Et en fait, ce qu'on a montré dans ces différentes études, c'est qu'il y a une meilleure reconnaissance des objets si on passe par justement cet indice qui est plus de l'ordre de l'interaction du corps avec l'objet, qui revient un petit peu à cette idée de la rivière du début, et qui avait aussi une meilleure compréhension de l'histoire. Alors ça, c'est une étude qu'on vient de publier, qui montre qu'ici, en plus, on associe cette manipulation au son, donc on crée une expérience qui est encore plus immersive, et en plus, on n'a pas d'effet du profil visuel, c'est-à-dire que les enfants avec différentes déficiences visuelles, ils vont comprendre l'histoire de la même façon. Alors, du coup, je vous ai fait un saut parce que là, je suis déjà en 2023, mais on est arrivé à des solutions comme ça parce qu'on a fait avec ces enfants. Donc là, je vais vous parler du coup de tous ces projets qu'on a fait en parallèle avec tout ce travail-là de création de livres tactiles. Alors, pourquoi le design participatif? Donc, je vais faire un passage vraiment très rapide sur le concept de design participatif. C'est quelque chose qui est proche, donc c'est le proche parent, c'est les designs centrés sur l'utilisateur. L'idée de clé de design participatif, c'est qu'on ne va pas obliger l'utilisateur à apprendre quelque chose pour utiliser un produit, on va adapter le produit à la personne. Voilà, ça c'est l'idée de base. On peut faire ça de différentes façons. On peut avoir plusieurs degrés de participation. Un premier degré, c'est les design pour, c'est les plus classiques, c'est-à-dire qu'on va étudier les compétences de ces usagers-là. Voilà. Donc on va faire des questionnaires, on va faire des entretiens, voilà, des observations. Après, on va appliquer ou pas dans notre outil concret qu'on va créer. Donc là, on a cette idée d'un enfant utilisateur. Ensuite, on va avoir notre démarche qui est le design avec. C'est-à-dire que là, on va créer notre petite maquette, on va aller voir les personnes et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la reconnaissance, au niveau de la compréhension. Alors, ce qui se passe souvent dans ce cas-là, c'est que notre maquette, elle est trop avancée, du coup, pour qu'on puisse changer des choses. Donc, on ne fait que valider une idée, la plupart du temps. Ensuite, là, c'est vraiment le moment où ça se déploie, la démarche participative, c'est qu'on va impliquer les usagers, donc les enfants, à la création dès le départ. C'est-à-dire que même, là, alors c'est très imprévisible ce qui peut se passer, c'est un pari pris, hein, mais en fait, on va avoir même l'idée, elle va se construire au fur et à mesure de la rencontre avec ces enfants. Donc on va avoir un type de profil qui c'est l'enfant informateur, c'est plutôt le profil qu'on a utilisé dans nos travaux, mais on peut aller très loin dans une démarche, par exemple, d'enfant partenaire, où vraiment il va créer, il va faire des recherches avec nous. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place un moment. Et là, on a aussi l'enfant protagoniste, qui est là, en fait, on va vraiment voir quels sont les effets bénéfiques pour les enfants eux-mêmes, en plus du produit qu'on va créer, pour l'enfant lui-même, d'avoir participé, pour leur sentiment de compétence, par exemple, de ce processus de création. Donc, je vais passer vraiment très rapidement sur les différents projets qu'on a construits. Il y a des projets que j'ai construits au sein même de la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, parce que j'ai travaillé au sein même de cette maison d'édition en tant que responsable recherche-développement pendant 3 ans. Donc, il y a eu un premier projet autour de la BD. Voilà, pas du tout un défi, c'est-à-dire on voulait faire rendre la BD accessible à des enfants déficients visuels. Donc on a fait différents ateliers, on a construit l'outil au fur et à mesure de ces ateliers.
Il y a eu un autre outil qui c'était autour de l'univers d'Hervé Tullet, qui c'est un illustrateur connu de jeunesse. On a créé un cahier d'activités tactiles, donc c'est des outils qui ont été publiés à la maison d'édition. Un projet plus récent dont j'ai apporté aujourd'hui le résultat final, c'est les petits explorateurs tactiles. C'est un livre autour des sciences naturelles qui a été construit au Muséum de Toulouse. Donc ça, je vais vous parler un tout petit peu plus en détail. Et le dernier projet, donc un cours, donc je vous ai apporté des petits prototypes aussi. Donc là, cette petite adorable poupée qui est assise à côté de nous. Et d'autres outils aussi autour de la texture. Et là, c'est sur le thème des émotions. Donc le deuxième axe du projet, émotisance. Alors, les projets petits explorateurs tactiles, en fait, il y a eu 2 volets. C'est des volets aussi que je vais déployer dans le projet Émotisance. 2 volets de création participative. Il y a un premier volet qui a été avec les professionnels. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait des ateliers avec une méthodologie spécifique, c'est la méthodologie de design thinking, pour réfléchir vraiment sur le pourquoi, qu'est-ce qu'on allait vraiment construire, comment on allait, quels sont les objectifs qu'on visait à remplir quand on fait, voilà, quand on veut créer un livre dans un muséum. C'est pourquoi, c'est pour la médiation, c'est pour proposer le partage entre les voyants et les aveugles. Donc il avait tout un travail déjà participatif. Et c'est dans ce travail-là avec les professionnels qu'on a réfléchi à comment on allait récolter des informations des enfants, comment on allait les faire vraiment participer à cette démarche de création. Et donc là, je vous raconte justement comment on a fait ça. Donc on a fait des ateliers, donc avec les enfants, il y a eu 6 ateliers autour des différentes disciplines des sciences naturelles. Donc là, vous avez par exemple une première phase où l'enfant, il manipulait un vrai quartz. Après, il y a eu aussi les bifaces, les corbeaux, voilà, on avait des objets comme ça. On avait eu le privilège d'avoir des vrais objets du muséum, ce qui n'est pas souvent le cas pour des stratégies de médiation. Et du coup, les enfants, ils manipulaient ces objets et ensuite on posait tout un tas de questions qui étaient vraiment concentrées sur les propriétés tactiles de l'objet. Donc on le faisait dire des choses par rapport à ce qu'ils ressentaient par rapport à cet objet. Et ensuite, ils réalisaient une illustration. Et avec toutes ces informations-là, ces différentes informations, ce que les enfants ont dit, les illustrations qu'ils ont produites, on a aussi codé les vidéos des ateliers pour voir comment ils ont fait, quelles procédures exploratoires ils ont fait. À partir de toutes ces informations, là on a un exemple pour le biface, on a construit l'illustration finale, qui est l'illustration qui est dans le livre. Et ensuite, il y a eu toute une série aussi de tests avec les enfants, où on a testé par exemple des procédures qui en fait dans ce livre, donc je vous invite à venir explorer après. Dans ces livres, on fait comme si c'était un scientifique sur le terrain. Donc, il faisait par exemple la fouille, il enlevait des estrates de terre, comme s'ils étaient vraiment sur le terrain, donc, comme un scientifique. Et voilà, je ne vais pas pouvoir m'attarder sur ce projet-là. Je vais vous parler un petit peu des Émotisance, qui c'est le projet en cours. Alors, je ne vais pas vraiment vous donner aujourd'hui des résultats, parce que les résultats sont en train d'être analysés. Mais je vais vous parler plus globalement de ces étapes participatives. Donc, il y a eu un premier travail qui était des plus grandes échelles, qui est le travail du muséum, parce que là, on a mené des ateliers avec 171 professionnels de la déficience visuelle pour réfléchir sur un programme multisensoriel autour des émotions. On a fait plusieurs actions. On a fait des actions un petit groupe, des ateliers un petit groupe, mais on a fait également un hackathon avec 100 personnes qui, en fait, ils devaient créer des prototypes ces jours-là autour des différentes compétences émotionnelles. On a publié donc un article sur Anae, sur ce projet. On a aussi un Padlet qui permet de continuer à communiquer avec ces professionnels tout au long du projet. Donc, si ça vous intéresse, là, tout de suite, vous pouvez scanner le QR code pour avoir accès à ce Padlet. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir une contribution tout au long du projet. Donc une fois qu'on a fait toute cette démarche avec les professionnels, j'ai rassemblé un petit peu toutes ces informations pour imaginer un programme autour des émotions qui a été implémenté du coup cette année.
avec 2 groupes d'enfants déficients visuels. Et là, il a eu cette démarche participative parce qu'il a eu cette idée de l'enfant informateur. C'est-à-dire que moi, j'avais une idée vraiment globale de ce que j'allais faire, mais j'ai construisé mes séances au fur et à mesure des feedbacks des enfants. Donc il a eu 5 séances. Il a eu par exemple une séance autour de masques, que vous voyez donc dans la petite poupée qu'elle a, autour des masques du visage. Il a eu une séance qui était très très intéressante autour des textures, des émotions, où on a demandé aux enfants de choisir la texture qu'ils voulaient pour représenter les émotions, qui allaient ensuite figurer dans un jeu. C'était les jeux émotiscence qu'on a fait avec les enfants après. Et dans cette première année, on a fait toute une démarche aussi d'évaluation. C'est-à-dire que là, on veut voir déjà si dans ce programme pilote, il y a une amélioration des compétences émotionnelles des enfants. Donc c'est le travail qui est en train d'être fait par Lola Chena, qui vous a présenté plutôt la partie dessin, mais elle travaille sur toutes les différentes composantes des compétences émotionnelles. Et il y a eu toute une évaluation aussi qualitative du programme par les professionnels, qui remplissaient une grille à chaque fois qu'ils implémentaient la séance, et par les enfants, qu'on a eu tout un travail aussi des entretiens qu'on a menés avec les enfants autour de ces activités. Et c'est en fait en rassemblant toutes ces informations-là que je vais créer je vais modifier donc le programme qui va être implémenté l'année prochaine avec d'autres groupes d'enfants. Donc il a vraiment une approche qui est très itérative, c'est-à-dire qu'il a vraiment beaucoup de tests, rétests, voilà, avec vraiment une construction qui vient du retour des enfants et des professionnels. Alors, voilà. Alors pour vous... Non, du coup, je vais refaire un saut dans ce qu'on a fait donc, récemment, parce que je vous présente une partie plus évaluation, justement, où je teste des livres, mais aussi toute cette partie conception des outils. Et en fait, tout est lié, parce que je pense qu'on est arrivé vraiment à cette idée d'un livre qui va travailler autour de la manipulation et qui va travailler autour du son, parce qu'on est allé discuter, ça fait 10 ans qu'on va aller voir les enfants et on demande leur avis sur ce qu'on fait. Donc du coup, je voulais vous présenter une petite vidéo pour terminer, qui est le résultat de notre dernier projet de recherche. Voilà, je termine. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Des commentaires? Donc on va passer à la prochaine communication. Donc c'est ma collègue Caroline Mascle, qui était en post-doctorat à l'Université de Genève récemment et qui va présenter un travail porté par par le laboratoire clé de l'Université de Toulouse. Alors, du coup, ça va faire un petit peu vous allez voir qu'on va continuer à parler de livres tactiles. Bonjour.
Donc oui, je vais vous présenter un projet autour du livre tactile comme outil d'intervention précoce. Donc cette fois, on va s'intéresser plutôt à des enfants de 3 à 6 ans, c'est-à-dire des enfants avant même qu'ils commencent à apprendre à lire. Donc c'est un projet qui a été financé par la Fondation internationale pour la recherche appliquée sur le handicap et que j'ai mené cette année. Donc pourquoi on parle de précoce? Donc je vous ai dit, chez les enfants de 3 à 6 ans, parce qu'ils commencent déjà à développer des compétences en littératie précoce. Alors, il y a plusieurs définitions de littératie précoce. Nous, on s'intéresse surtout au fait que les enfants connaissent l'existence de la lecture, qu'ils connaissent les fonctions de l'écrit, qu'ils connaissent les conventions de l'écrit, qu'ils connaissent les concepts de lettres, de mots, de phrases, mais sans savoir les lire, mais juste qu'ils sachent un petit peu ce que c'est, qu'ils connaissent les conventions d'usage du livre, et puis éventuellement les caractères imprimés, qu'ils connaissent certaines lettres ou certains mots qui reviennent régulièrement, par exemple papa, maman ou leur prénom, qu'ils savent reconnaître visuellement. Et en fait, ces compétences-là, elles vont influencer les performances futures en lecture. Donc, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, ils commencent déjà à développer des compétences qui leur permettent, au moment où ils vont apprendre à lire, de ne pas partir de rien et d'avoir déjà des bases pour comprendre, pour commencer vraiment le décodage et l'apprentissage de la lecture. Et puis maintenant, pourquoi on parle d'intervention? Parce que les enfants avec déficience visuelle vont avoir moins de contacts des contacts que j'appelle incidentiels, c'est-à-dire des contacts qui ne sont pas cherchés, qui ne sont pas voulus, avec des contenus littérastiques, c'est-à-dire les contacts qui ne seraient pas incidentiels, c'est des contacts où l'enfant manipule un livre, c'est-à-dire que là vraiment c'est une activité littératique, il a un livre, mais il y a tout plein d'autres choses dans son environnement qui vont lui permettre aussi de traiter des choses autour de la littératie. Par exemple, s'il voit des personnes manipuler des livres, sur les panneaux d'indication sur la route, sur son paquet de céréales où il les reconnaît visuellement, sur je sais pas, son dessin animé préféré où il va pouvoir aussi avoir des lettres, ou voilà, les panneaux de signalisation. Il y a beaucoup de choses en fait dans l'environnement des enfants qui vont être des activités littérastiques, mais qui ne sont pas en fait formelles. Tout ça, chez des enfants avec déficience visuelle, en fait, ils vont moins les voir. C'est-à-dire que s'ils sont totalement voyants, par exemple, ils ne vont pas voir les personnes manipuler les livres. Puis s'ils sont déficients visuels, ils vont moins voir les panneaux de signalisation, etc. Donc du coup, pour ces enfants-là, il va vraiment falloir un petit peu forcer ce contact avec les livres et les amener à ça. C'est-à-dire que s'ils peuvent lire qu'en braille, il va falloir vraiment leur amener du braille, puisqu'ils ne vont pas en rencontrer dans leur vie de façon... sans que ce soit voulu. Pareil pour des enfants qui ont besoin de gros caractères, il va falloir aussi leur donner les livres qui vont bien. Donc du coup, la première chose qu'on a menée, c'est si ces enfants ont vraiment besoin de livres et ont vraiment besoin de matériel plus que les autres, qu'est-ce qui se passe vraiment dans les familles et est-ce qu'ils ont vraiment ce matériel-là? Donc on a mené une enquête auprès de 20 familles d'enfants avec déficience visuelle et puis on a comparé un groupe contrôle de 335 familles d'enfants tout venant. Donc c'était un questionnaire en ligne où on posait des questions sur le profil de la famille, les activités de lecture, le choix et le type de livre lu, les buts pour la lecture, puis le plaisir dans la lecture, basé sur des questionnaires qui existaient déjà. Et donc on a vu des différences seulement sur les activités de lecture et le choix et le type de livre lu. Donc c'est ça que je vais vous détailler un petit peu plus en détail, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc pour les familles d'enfants tout venant, c'était un questionnaire en ligne qui remplissait. Puis pour les familles d'enfants avec déficience visuelle, on a fait des entretiens. Donc ils ont passé le questionnaire, mais on a aussi creusé un petit peu plus sous la forme d'entretien pour mieux comprendre ce qui se passait. Puis ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les enfants déficients visuels ont déjà moins de livres à la maison, c'est-à-dire que la plupart des familles d'enfants voyants avaient plus de 50 livres à la maison. Ils étaient très peu à avoir autant de livres chez les enfants déficients visuels. Ils allaient moins souvent à la bibliothèque. Dans les familles d'enfants déficients visuels, il y en avait beaucoup qui ne laissaient aucun livre en libre accès aux enfants, alors que sur les 335 familles, il y a 0 famille qui nous ont dit non, il n'a aucun livre en accès libre. Ce que j'appelle accès libre, c'est-à-dire l'enfant vient, prend son livre tout seul, puis se met dans un coin pour le regarder, pour regarder les images. Ici, chez les enfants déficients visuels, on avait déjà 40% de familles qui ne leur laissaient pas. Pourquoi ? Parce que en fait, les livres tactiles à manipuler, c'est des livres qui sont fragiles et ils ne voulaient pas que les enfants les abîment. Donc en fait, ils ne leur laissent pas libre accès. Donc ça veut dire que déjà, pour avoir accès à ça, l'enfant doit aller demander aux parents. Donc le parent doit être disponible pour donner le livre à l'enfant, etc. Donc ça limite encore les contacts. Et du coup, on se retrouve avec des enfants qui ont moins tendance à regarder des livres seuls.
On a aussi des choix qui sont contraints du fait de la déficience visuelle, c'est-à-dire que chez les enfants avec déficience visuelle, tous les parents, c'était eux qui choisissaient les livres. C'est-à-dire on leur a demandé, est-ce que c'est vous qui choisissez les livres? Est-ce que vous les choisissez avec l'enfant ou est-ce que c'est l'enfant qui choisit? Ils nous disaient à chaque fois, non, c'est nous qui choisissons parce qu'on veut vérifier qu'ils soient bien adaptés, parce qu'on veut vérifier qu'ils soient accessibles à l'enfant, alors qu'ils sont 55% uniquement chez les parents d'enfants voyants à choisir seuls les livres. En général, ils les choisissaient justement avec les enfants. On a aussi un pourcentage très important chez les parents d'enfants déficients visuels qui, la première chose qui rentre en compte quand ils choisissent les livres, c'est l'image. Comment sont faites les images? Donc, est-ce qu'il y a des choses à toucher? Est-ce que les images sont assez contrastées? Et ils sont beaucoup moins nombreux à choisir, enfin ils sont plus nombreux à choisir rarement en fonction du thème. Donc ils choisissent très souvent en fonction des images et plutôt rarement en fonction du thème, en fonction de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants ont moins de livres, qu'ils peuvent moins les manipuler seuls et qu'en plus ils ont des livres qu'ils n'ont pas choisis et qui, même quand c'est les parents qui ont choisi, ils n'ont pas choisi en fonction du thème en se disant est-ce que ça va intéresser mon enfant? Ils ont plutôt choisi en disant est-ce que c'est accessible à mon enfant? Et donc tout ça, ça peut expliquer pourquoi on observe aussi moins d'intérêt pour la lecture chez ces enfants. Donc on a 72% d'enfants qui réclament qu'on leur fasse la lecture chez les enfants avec déficience visuelle, alors qu'ils sont quasiment tous en train de réclamer chez les enfants voyants. Et puis parmi les enfants qui réclamaient, ils réclament aussi moins souvent, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près 50% à réclamer qu'on leur lise un livre tous les jours. Alors je ne sais pas si vous avez des enfants, mais en général chez les enfants voyants, c'est tous les jours, tous les soirs qu'il faut leur raconter une histoire. Donc finalement, on a des enfants qui auraient besoin d'avoir plus de contact avec le matériel puisqu'ils ne le rencontrent pas facilement dans la vie tous les jours. Et on se retrouve avec des enfants qui ont moins de livres, qui ont des livres qui sont peut-être moins intéressants pour eux et en plus, ils y ont moins souvent accès puisqu'ils sont dépendants de leurs parents pour avoir accès à ces livres-là. Donc on a quelque chose il y a vraiment du travail à faire là-dessus. Et autre chose au niveau des parents qu'on a observé, c'est que les lectures étaient moins riches. C'est-à-dire que les parents avaient tendance à lire le texte, à ne pas lire le texte en ajoutant des explications. C'est-à-dire qu'ils lisaient juste le texte. Ou alors ils modifiaient directement le texte, alors que les parents d'enfants voyants avaient tendance à lire le texte, puis si le mot n'était pas connu par les enfants, ils allaient leur expliquer. Donc ça, on voit aussi que ça va favoriser le développement du vocabulaire ou des choses comme ça, alors que les parents d'enfants de déficience visuelle n'étaient pas du tout dans cette démarche-là, c'était juste on raconte l'histoire, puis si le mot est trop compliqué, je le change, et puis voilà, je prends pas le temps de bien expliquer tout ça, et puis ça peut expliquer aussi pourquoi on observe que les lectures durent moins longtemps, c'est-à-dire qu'ils sont plus de 60%, les lectures durent moins de 10 minutes, alors que chez les parents d'enfants voyants, on n'est qu'à 12% de personnes pour qui les lectures durent moins de 10 minutes. En général, ça durait plutôt 20 minutes. Donc on passe quand même au double du temps passé à faire des activités. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc oui, la conclusion, mais moi je l'ai déjà fait un petit peu, il y a besoin de plus de livres plus motivants et que les enfants puissent les manipuler seuls. Puis il y a aussi besoin de sensibiliser les parents sur la littératie précoce et de leur expliquer qu'en fait c'est important les lectures, que c'est important qu'ils expliquent aux enfants pour améliorer le vocabulaire et que ça fait partie des compétences que leurs enfants vont développer avant la lecture. Et donc du coup dans le projet on propose 2 axes pour déjà améliorer l'accès aux livres et à la motivation. Donc on fait des ateliers de co-adaptation avec les familles, donc on en a fait 4 pour l'instant à Toulouse, à Paris et à Genève. Et donc là c'est les parents qui vont venir avec leurs enfants, puis il y a aussi des professionnels de la déficience visuelle qui participent. Et ils vont créer des livres avec leurs enfants. Donc ils vont venir avec un livre et puis on va le rendre tactile ensemble. Donc ça a été financé par Lucie Kerr, le projet. Et l'idée c'est d'après, on va rédiger un guide sur do it yourself, livre tactile, comment faire un livre tactile à la maison facilement. Donc au lieu de faire un atelier coloriage ou peinture, on va faire un atelier, on rend un livre tactile. Et donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté tout plein de textures, alors c'est les maisons d'édition qui nous ont fourni, et puis on les a répertoriées en fait par catégorie. Donc on a une catégorie fourrure, on a une catégorie lisse, rugueux, matériaux, tissus, vêtements, et donc on a en fait un échéancier tactile comme on aurait quand on veut repeindre sa maison, puis on a le nuancier, on a le nuancier avec toutes les peintures, on a la même chose mais en tactile. Et donc les enfants viennent avec leurs parents, puis leurs parents vont leur dire voilà, on a tel personnage, par exemple on avait un moment Boucle d'Or, alors d'après toi Boucle d'Or comment elle est, est-ce qu'elle est rugueuse, est-ce qu'elle est douce, est-ce qu'elle est, voilà, puis c'est les enfants qui vont choisir.
Donc là, on revient sur la notion de texture pertinente qui était les travaux que j'avais fait avant, en me disant, si on choisit une texture qui représente vraiment le personnage, en fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir toute la forme du personnage. Moi, c'est ce que j'avais montré. J'avais fait une étude où, par exemple, on avait un chat qui était représenté de profil, en poil, avec la queue, les pattes, etc., ou juste un rond de poil. Puis je me suis rendu compte que les enfants reconnaissaient où c'est bien si je leur mettais juste un rond de poil. Donc là, l'idée, c'est d'expliquer ça aux parents et de leur dire, bah, écoutez, si vous choisissez vraiment une texture qui va bien, vous pouvez faire un rond, un carré, un triangle, peu importe, et vous pouvez juste illustrer avec la texture. Et donc là, les parents sont rassurés en se disant, bon, bah, j'ai juste à découper un carré, ça va, jusque-là, je peux le faire. C'est juste après, il faut trouver le matériel, et puis on ramène aussi des matériaux qu'on a trouvés à la maison, le filet de pommes de terre pour faire un filet de pêche, ou des choses comme ça, et puis après, c'est pour... voilà, les parents deviennent créatifs à la fin de ces ateliers, puis ils commencent à avoir plein d'idées, puis c'est un peu ça l'idée, c'est de leur donner des idées. Donc voilà un peu tout ce qui a, quelques petits exemples de ce qui a été fait par les enfants avec leurs parents. Donc on a pris un tissu pour faire le rideau avec le personnage qui est caché, voilà, puis à chaque fois ils ont choisi un petit peu les textures, et puis en fait ce qui est bien aussi c'est que selon le degré de déficience visuelle, les parents et les enfants peuvent choisir est-ce qu'on met la texture sur le personnage ou est-ce qu'on le met à côté. Comme ça, ils ont le visuel et le tactile. Puis je vous montre un petit peu un enfant qui raconte son histoire qu'il a créée. Alors, comme vous voyez, souvent, c'est des livres, le petit ours brun, petit loup, puis là, c'est des monsieur, madame. Donc l'idée, c'est vraiment, les parents viennent avec des petits livres qui coûtent pas cher, et puis on les bricole, et puis comme ça, on peut en faire plein. Et puis ça favorise ça. Donc je vous laisse avec le petit garçon, vous allez peut-être reconnaître la voix de la personne qui lui pose des questions. Oui. Après la chaise, qui est brisée et Monsieur Heureux de nouveau. Là, c'est Monsieur Farceur. On ne voit pas parce que c'est la nuit. D'accord. Et là, pourquoi tu as fait cette texture là, comme farceur? Parce que les farceurs, c'est un peu brillant. C'est un peu brillant. Donc voilà, je vous ai mis ça un petit peu pour que vous voyez, en fait, donc là, c'est un enfant qui est déficient visuel, donc il a des résidus visuels, mais quand il a pensé à farce ou à tout ça, il a tout de suite pensé à paillettes, brillant, et puis il sait expliquer pourquoi il a choisi cette texture, et donc après, dans son livre, il rentre, puis il va bien reconnaître les personnages parce que c'est lui qui a choisi, et puis du coup, les enfants repartent avec leur livre, et puis alors il l'emmène à l'école, et il le montre à papy, mamie, il le montre aux frères et sœurs, et puis c'est sympa, puis des fois ils viennent aussi avec leur frère ou leur sœur qui va les aider. Voilà, donc l'idée, on est vraiment dans un atelier familial où on crée des livres pour influencer, puis essayer au maximum de favoriser les activités littéraires. Et puis pour la deuxième chose, pour améliorer les moments de lecture partagés, on est aussi en train de faire des observations de séances de lecture. Donc on a des parents d'enfants de 3 à 8 ans, d'enfants déficients visuels qui ont participé, à qui on a prêté des livres tactiles, et puis ils nous ont envoyé des vidéos d'eux en train de faire la lecture à leurs enfants. Et puis on est en train de recruter en ce moment des familles d'enfants voyants pour faire un groupe contrôle. Pour l'instant, on a fait le groupe déficients visuels avec les 13 familles. Puis on va observer l'interaction par enfant, comment ça se passe, les tours de parole, l'observation de la lecture, est-ce que le parent pose des questions sur le texte, est-ce que l'enfant fait des liens, etc. On observe un petit peu la qualité de la lecture puis de l'interaction. On va aussi analyser les temps de parole, est-ce que l'enfant parle beaucoup, est-ce que le parent relance, etc. Et puis faire des analyses acoustiques sur les prosodies émotionnelles, sur le ton, sur le rythme de parole au niveau des lectures, puis comparer ça à des familles de voyants, pour ensuite de nouveau rédiger un guide pour comment faire la lecture à son enfant avec déficience visuelle, quel livre choisir, comment faire, qu'est-ce qu'il faut poser des questions, comment on fait pour les images, etc., pour rendre justement ces lectures plus riches, puis pour favoriser toujours ces activités littéraires. Voilà, je vous remercie. Merci Caroline. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, il nous reste un petit peu de temps. N'hésitez pas. Oui. Est-ce que vous avez questionné la question, déjà c'était très intéressant, et le vécu des parents par rapport à que la lecture de leur enfant en déficience visuelle, c'est peut-être ça aussi qui fait, enfin c'est peut-être une épreuve pour eux en tant que parents, et c'est aussi pas que le livre qui crée la difficulté à la littératie, mais c'est en fait le fait qu'on va demander aux parents de faire, d'éprouver le fait
il y avait une partie sur le plaisir qu'ils prenaient dans la lecture avec leurs enfants, puis il y avait une partie sur est-ce que eux déjà aimaient lire, est-ce qu'ils aimaient faire la lecture avec leurs enfants, comment ça se passait. Et en tout cas, dans les familles, j'ai oublié de préciser, mais on n'a que des familles de niveau socio-économique et de niveau d'études très élevé, donc qui étaient très impliquées dans les activités de lecture. Donc là, on parle du best case scénario, enfin vraiment dans les familles qui étaient bien impliquées, parce que c'est elles qui ont répondu. Et donc, elles prenaient quand même beaucoup de plaisir à faire la lecture. Et en tout cas, les difficultés qu'elles ont remontées, c'était vraiment plus des obstacles d'accès aux livres que des obstacles liés à leur enfant. Mais encore une fois, on est sur un groupe qui n'est pas forcément représentatif. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors c'est sûr que c'est interdisciplinaire. Donc c'est-à-dire que là, nous, on publie, on a publié dans Anae, par exemple, un article où on a montré vraiment, c'est une étude qualitative, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des recueils, par exemple, qu'on fait au niveau de, bon, bah là, tout le monde va dire, ouais, les post-it, voilà, c'est des trucs, voilà, on en a marre des post-it, mais par exemple, il a cette idée de recueil des post-it pour que les professionnels, ils m'ont, par exemple, fait un recueil de toutes les difficultés qu'ont les enfants au niveau des compétences émotionnelles. Et puis, du coup, ça c'est des vrais résultats. C'est juste que c'est qualitatif, c'est analysé dans le détail. Et puis après, on peut voir, par exemple, mesurer, par exemple, aussi, en rentrant un petit peu dans une approche plus psychologique, d'évaluer s'il y a un effet, justement, de la participation sur ce processus-là pour les enfants et pour les professionnels. Donc là, on a fait, par exemple, dans cet atelier d'éco-adaptation avec les parents, on est en train de travailler sur analyser ces données-là. On a demandé aux parents est-ce que vous vous sentez capable d'adapter un livre tactile, et puis ensuite on les a redemandés à la fin de l'atelier, et puis on va voir s'il y a une différence justement dans les sentiments de compétence d'avoir participé à ce projet-là. Donc c'est tout à fait possible de sortir des résultats tout à fait scientifiques sur des démarches comme ça. Après, effectivement, ça couple deux dimensions, une dimension créative, une dimension d'évaluation. Oui, alors on fait le... Il y a Anae, après on a publié par exemple sur la démarche de design participatif, on a publié au sein de l'Université de Genève un guide autour de la méthodologie de design participatif, mais effectivement là, par exemple, on a soumis un article à une revue de design for all, par exemple, tout ce qui concerne les designs pour les personnes en situation de handicap, qui parle des résultats des 2 expériences participatives avec le CERN et avec les musées de Lausanne. Donc voilà. Oui. Et du coup, justement, on profite pour annoncer la parution prochaine de la revue interdisciplinaire sur les handicaps visuels. Donc, ça sera coordonné par Edouard Jontas et moi, en tant que rédactrice adjointe, qui sera une revue en open access, sans frais pour les auteurs, pour publier, qui va traiter justement des 2 rubriques. Il y aura une rubrique plus articles de recherche et une rubrique qui sera vraiment des rapports, des pratiques, des choses qui sont créées par les enseignants, même des témoignages des personnes en situation de handicap sur les outils, sur les différents supports. Voilà. Et du coup, ça va combler un manque aussi de revues francophones. On va publier aussi des articles en anglais, mais les revues francophones sur les handicaps visuels, en ce moment, il n'y en a pas. Donc, ça sera aussi pour combler ce manque-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions globalement sur notre symposium ?
Alors du coup, je vous remercie pour votre écoute. Je clôture donc ces symposiums. Alors merci beaucoup et puis à très bientôt.